c'est une grande tradition dans toutes les élections françaises que l'on ait justement pour le deuxième tour des ralliements à un candidat ou à un autre. Donc ça, si vous voulez, c'est assez classique. Après, évidemment, il faut se poser la question de savoir est-ce que les électeurs vont écouter les gens qui leur disent de se rallier à l'un ou à l'autre des candidats. Et on peut penser que autant les ralliements dans l'électorat de Benoît Hamon, qui n'est pas très grand, hein, il faut savoir que Benoît Hamon n'a fait qu'environ 6% au premier tour, autant les ralliements dans cet électorat se feront, je pense, de manière assez bonne, autant on peut s'interroger sur à la fois le ralliement des électeurs de François Fillon, dont on sait qu'une partie d'entre eux déteste M. Emmanuel Macron de manière considérable, ou encore parmi une partie des électeurs de M. Jean-Luc Mélenchon. Donc ce n'est pas parce qu'on a des dirigeants politiques qui appellent à se rallier à l'un ou à l'autre des candidats que ce ralliement va réellement se faire au niveau des électeurs. La défaite des socialistes, elle était assez évidente. Je n'ai jamais cru, par exemple, quand les sondages mettaient M. Benoît Hamon à environ 15% des suffrages, je n'y ai jamais cru. Et j'ai toujours dit, je l'ai largement expliqué, y compris d'ailleurs dans un interview à RT, que Monsieur Benoît Hamon allait tomber lors du premier tour. Et il allait tomber pourquoi? Parce qu'il paye l'ensemble de la politique de François Hollande. Qu'il le veuille ou non, qu'il ait eu des divergences avec M. François Hollande ou non, il est d'une certaine manière aujourd'hui l'héritier très largement désigné de ce quinquennat qui s'achève dans un chaos et dans une catastrophe économique assez sans égale. Donc ça, c'est un premier point. Pour M. François Fillon, M. François Fillon était lui aussi d'une certaine manière un héritier. Il a cherché à faire oublier les 5 années où il a été Premier ministre sous M. Nicolas Sarkozy, mais en fait les Français ils ont quand même un petit peu de mémoire, si vous voulez. On n'est pas tous atteints par une forme d'Alzheimer politique, et donc ça jouait contre lui. Et puis bien sûr il y a eu les différents scandales. Alors ce ne sont pas nécessairement des scandales qui auront des conséquences judiciaires extraordinaire, parce qu'on peut penser que certaines des pratiques de M. François Fillon étaient en réalité légales, mais pour un candidat, pour quelqu'un qui appelle ses concitoyens à l'austérité la plus forte, qui prévoyait justement de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, que l'on découvre que cette personne se soit servie dans la caisse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, se soit servi dans la caisse, et depuis si longtemps, parce que en fait ce n'est pas un ou deux incidents, ce sont des pratiques qui remontaient jusqu'aux années 1980, bien oui, ça crée un malaise politique extrêmement fort. Alors, il a tout à fait raison de dire que ce malaise a été instrumentalisé par le pouvoir, c'est vrai. Il a tout à fait raison de dire que ce malaise a empêché les gens de discuter de son programme, c'est aussi vrai, mais qui est le responsable de ce malaise? C'est quand même bien ces pratiques. Ce qui a porté Emmanuel Macron dans la position dans laquelle il est aujourd'hui, c'est l'alliance de trois choses. Il a tout d'abord été, et c'est une évidence, le candidat des médias, ou plus précisément le candidat des grands médias qui appartiennent, il faut le savoir en France, à 9 personnes très riches, qu'on appelle en France aussi les oligarques, et il est vraiment le candidat de l'oligarchie médiatique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, Emmanuel Macron est aussi le candidat des administrations européennes. Et ça, il a reçu un soutien extrêmement appuyé de l'ensemble des institutions européennes. Et puis, dernier point, Emmanuel Macron, il a repris une partie du Parti socialiste, il a réutilisé une partie de l'héritage de François Hollande, mais sans le dire, si vous voulez. Et c'est là où il y a d'une certaine manière une espèce de fraude, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, François Hollande avait deux héritiers. Il avait l'héritier désigné, c'était M. Benoît Hamon, mais il avait l'héritier réel, qui n'était pas désigné comme tel, mais qui était vraiment son héritier, c'était M. Emmanuel Macron. Alors maintenant, quant à savoir est-ce qu'il a les compétences pour faire un président, je voudrais dire une chose. M. Emmanuel Macron est incontestablement quelqu'un d'extrêmement intelligent. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2012 à plusieurs reprises, et c'est quelqu'un, effectivement, de très intelligent. Est-ce que ça lui donne la maturité nécessaire
pour affronter les problèmes, qu'il s'agisse les problèmes au niveau interne, par exemple la question du terrorisme, ou que ce soit les problèmes au niveau externe, les relations avec la Russie, la position de la France au Moyen-Orient, etc., ça c'est beaucoup moins sûr. Et d'une certaine manière, je pense qu'en votant pour Emmanuel Macron, les Français prennent un très grand risque. Et c'est d'ailleurs ce qui permet de comprendre pourquoi il y aura une grande partie de l'électorat qui ne votera ni pour Mme Marine Le Pen, ni pour M. Emmanuel Macron. Je m'attends à une abstention importante, je m'attends à ce qu'il y ait probablement entre 35 et 40% d'abstention. Alors, il s'agit effectivement de deux candidats qui n'ont pas réellement d'appareil politique construit. Alors, Mme Marine Le Pen un petit peu plus que M. Emmanuel Macron, mais M. Emmanuel Macron pourra réutiliser une partie de l'appareil politique du Parti socialiste. Donc, ça veut dire que et l'un et l'autre, s'ils peuvent espérer avoir des députés, et il est clair que par exemple Mme Marine Le Pen peut espérer avoir entre 50 et 100 députés, bon, je pense qu'elle en aura probablement entre 60 et 70. Monsieur Emmanuel Macron peut espérer avoir 200 députés pour son mouvement En Marche. Ça n'est pas suffisant, ce n'est pas un nombre suffisant pour avoir la majorité au Parlement français. Donc ça veut dire qu'ils seront nécessairement obligés de passer des alliances. Ils seront nécessairement obligés de construire une alliance politique ou de construire des formes de compromis politiques avec d'autres formations politiques, qu'il s'agisse du PS, voire d'une partie des Républicains. Et cela a une implication extrêmement importante, c'est que ce seront l'un et l'autre des présidents relativement faibles, avec une légitimité d'ailleurs contestée et contestable. En tous les cas, ça dépendra beaucoup de la manière dont se déroulera la campagne pour le deuxième tour, mais ils seront très certainement dans l'obligation de construire des majorités de compromis, et ces majorités de compromis risquent de ne pas tenir le choc des 2 ou 3 ans qui viennent. Alors, la recomposition, elle est évidente du côté de la gauche, du côté du Parti socialiste. D'ores et déjà, il y a toute une série de voix, dont d'ailleurs Benoît Hamon lui-même, qui appelle à un nouveau congrès d'Épinay. Il faut là se souvenir que le Parti socialiste tel qu'on le connaît, il est le résultat de la crise qu'avait connue la SFIO, qui est l'ancêtre du Parti socialiste, et qui avait, lors des élections de 1969, vous voyez, ça remonte très loin, mais lors des élections de 1969, elle avait été ramenée à 5,5% des votants. Donc là, il y a à l'évidence la nécessité d'avoir une recomposition, et dans cette recomposition, je pense que Jean-Luc Mélenchon a toutes les cartes en main. Alors, il apparaissait un petit peu déçu hier soir quand il est intervenu à la télévision, mais je pense qu'il ne faut pas s'y tromper. Aujourd'hui, il est l'homme fort de la gauche française. Et puis, je pense qu'il y aura aussi une recomposition dans la droite, mais cette recomposition, elle risque d'être masquée pendant tout un certain temps, parce que d'une part, bien évidemment, les Républicains chercheront à faire front commun pour les élections législatives, et puis après, il y aura des batailles de personnes. Si vous voulez, il y aura des affrontements qui ne seront pas tellement des affrontements politiques, mais qui seront des affrontements entre personnalités qui se détestent cordialement au sein des Républicains, et cela va probablement freiner la recomposition, en tous les cas pour la partie droite de l'électorat français. Le message qu'ont envoyé les électeurs français, c'est le message d'une France profondément fracturée. Nous avons quand même 4 candidats qui sont arrivés entre 19 et 24% des suffrages. Ces 4 candidats, c'est tout à fait exceptionnel. Nous sommes passés grosso modo du bipartisme, les Républicains et le Parti socialiste, à une espèce de quadripartisme. Donc ça, c'est déjà un fait tout à fait nouveau. La deuxième chose qui est importante, il y a eu une victoire culturelle des thèmes du souverainisme. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de comprendre. Pourquoi? D'abord parce que l'ensemble des candidats souverainistes, Mme Marine Le Pen, M. Jean-Luc Mélenchon, mais aussi M. Nicolas Dupont-Aignan, il ne faut pas l'oublier, qui a fait un très bon score, mais aussi d'autres petits candidats. Bon, ils ont fait au total environ 47% des voix. Mais surtout, nous avons entendu hier, quand M. Emmanuel Macron a fait son discours, qu'il a utilisé à 2 reprises le mot patriote. Il a dit
Nous sommes le camp des patriotes, ou j'appelle les électeurs patriotes. Ce qui était avant le discours de Mme Marine Le Pen, voire le discours de Jean-Luc Mélenchon. Et le fait que Emmanuel Macron soit dans l'obligation de reprendre ces termes, même s'il y met évidemment un contenu tout à fait différent que ce qu'il mettrait Mme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, mais le fait qu'il soit obligé de reprendre ces termes, eh bien ça veut dire que d'une certaine manière, le souverainisme est en train de gagner la bataille culturelle.